Quatrième partie, John à Melbourne. Mardi 6 février. Les roulis du camion me bercent. Le moteur ronronne, un virage et je roule mollement de l'autre côté du lit. J'ai toujours adoré dormir en roulant. Épuisé après ma nuit avec Tyreen, je roupille à l'arrière du van. Au volant, Zanzibar conduit. Il a fière allure avec ses lunettes de soleil orange. Je finis par me réveiller, nous avons déjà bien avancé, mais la route n'est pas finie, il y a 1000 bornes entre Sydney et Melbourne, ça nous laisse le temps de discuter, et la seule chose dont nous parlons c'est de spectacle de rue. Parfois on parle d'autre chose, juste pour voir si on en est capable, mais rien à faire, on revient toujours au même sujet. J'imagine que les musiciens parlent toujours de musique, et je sais d'expérience que les drogués ne parlent que de drogue. Malgré sa dégaine de branleur, j'avais bien compris que Zanzibar a une expérience solide, mais en fait, j'étais loin du compte. Le gars est un monstre. En l'écoutant, je réalise peu à peu son niveau. Et chose intéressante pour moi, il est pédagogue. C'est un putain de prof. En l'écoutant, je comprends de nouvelles méthodes de rue qui vont m'être bien utiles. Son analyse du spectacle est très fine, bien meilleure que la mienne. Un fossé nous sépare. En même temps, il est pro depuis 12 ans et voyage à travers le monde depuis des années. Notre expérience n'a rien à voir. Vers 13h, je reprends le volant. En plein désert, le soleil nous éclate la gueule. C'est la première fois que j'ai autant de mal à conduire. La chaleur est horrible. Mon dos est en sueur et colle au siège moite. J'ai aucune idée de la température qu'il fait dans la cabine, mais à mon avis, on n'est pas loin du four à micro-ondes. À 15h, quand je rends le volant à Zanzibar, je suis cuit. Et j'aurais pas tenu beaucoup plus longtemps. J'imagine même pas ce genre de trajet en solo. Impossible. On s'arrête tous les 100 bornes pour acheter à boire, des glaces, n'importe quoi pour se rafraîchir. Dehors, le paysage défile sans vraiment changer. Des étendues de plaine aride à perte de vue. De temps en temps, on croise une ferme au toit d'aluminium perdue au milieu de nulle part. Je me demande comment on peut vivre ici. Probablement avec un cancer de la peau. Le soir, on s'arrête, une centaine de kilomètres avant Melbourne. Le temps a littéralement changé, il fait froid. Nous enfilons pull et pantalons. Sur mon PC, nous matons nos vidéos respectives. Celles de Zanzibar sont pas hyper bien montées, mais les shows qui sont filmés sont impressionnants. Il a des cercles immenses sur des spots de folie un peu partout dans le monde. Je réalise encore un peu plus quel genre de niveau il a. Et en le voyant, on se doute pourtant pas, il a l'air d'un jeune fumeur de joint. Maintenant, il me fait penser à Kakashi Sensei. Tu sais, le ninja qui dirige l'équipe de Naruto. L'apparence d'un vrai branleur, mais la force d'un ouragan. Mercredi 7 février. Arrivé à Melbourne en fin de matinée. On perd pas de temps, Zanzibar est ici pour prendre un bateau et se rendre à la convention de jonglage de Tasmanie. Mais il embarque que demain matin, ça lui laisse le temps de s'occuper un peu de moi. Il m'emmène à l'endroit où on chope les licences de spectacle de rue, Town Hall, ça doit être la mairie. Moi, après le voyage qu'on vient de faire, je suis tellement éclaté que je parle même plus un mot d'anglais. Mon cerveau est débranché, surchauffe, je suis à peine capable de répondre à la fille du guichet. Apparemment, le fait que j'ai pas d'adresse pose problème. Elle me sort des nouveaux papiers bizarres. Zanzibar intervient et stoppe l'entretien en disant que nous reviendrons avec une adresse. En sortant, il m'explique que les choses se seraient compliquées et qu'ils ne doivent pas savoir que je suis en van. Il faut qu'ils aient l'impression d'avoir un peu de contrôle sur moi et qu'ils aient une adresse valable pour m'envoyer des amendes si ça s'avère nécessaire. Heureusement qu'il était là. Il a des connexions ici et ses potes me fileront une adresse pour recevoir ma licence. Cool. Ensuite, il m'emmène sur le spot des artistes de rue de Melbourne, la South Bank. Il faut y être vers 11h du mat pour le tirage au sort qui détermine les heures de passage de chaque artiste. Puis nous allons sur le port de Melbourne pour qu'il achète son billet pour la Tasmanie en bateau. Petite surprise, il n'y a plus de place pour demain et il doit embarquer maintenant. C'était pas prévu, on avait rendez-vous ensemble avec ses potes ce soir, ils me donnent leur numéro de téléphone et à moi de me débrouiller avec eux. Bon, ça marche. À bientôt Kakashi Sensei, merci pour tout. Me voilà seul, perdu sur les quais du port de Melbourne. Le vent souffle en tempête et à force ça donne mal à la tête. Je suis encore sous le coup du voyage. Il fait gris et froid, je connais personne, aucune idée d'où mettre mon van. Je suis qu'une merde ici, j'ai tout à refaire. Il faisait si beau à Coogee, la vie était douce dans les bras de Tyreen. Mais faut bouger pour créer. Bien au chaud dans les bras d'une belle, je me serais ramolli. J'appelle le numéro que m'a donné Zanzibar et décroche un rendez-vous avec un dénommé Bev. On verra ce que ça donne. En attendant, je tourne un peu en van pour trouver une place non payante. Le vent me force à rester à l'intérieur. J'ai toujours mal au crâne et ingère une pilule blanche, Doliprane. Merci trottinette. Dehors, ça continue de souffler. Dans ces conditions, impossible de jouer. C'est un truc que j'ai compris en Italie. Les humains sont comme les cafards, le vent les stresse. Des petits cafards qui sautillent pour fuir un ennemi imaginaire. L'instinct sans doute. Faut que je me repose, j'ai à peine la force de penser. À l'heure du rendez-vous, je retourne au van dans des rues inconnues et galère pas mal pour trouver le lieu. Forcément, je connais pas du tout le coin, mais je finis par y arriver. Le type qui arrive a l'air gai, super gai. Et tant mieux parce que généralement les gays m'adorent.
Il m'embarque dans un appart rempli de jeunes artistes, designers, certains ont l'air encore plus homo que lui, ce qui relève de la performance. Du genre branché, qui se la pète un max, pourquoi pas, hein. Je comprends rien à leur discussion lorsqu'ils papotent entre eux, entre l'accent australien et l'accent efféminé, mais il va pourtant falloir que je me fasse remarquer. Il y en a un qui est vendeur de matos de jongle, un mec super cool, il habite pas ici, il est juste en visite. J'accroche bien, il a son van garé à côté lui aussi, super. Puis je tchatche la jolie fille, évidemment, elle fait de la musique sur ordi. Je lui demande de me faire écouter. C'est très bon, tant mieux, comme ça je peux la flatter sans être hypocrite. Ensuite je lui montre la vidéo de mon spectacle sur mon propre PC, elle apprécie. Faisant tout cela, je me donne des faux airs enthousiastes, alors qu'en fait j'en ai rien à foutre. Ma vidéo de spectacle, je l'ai vue 1000 fois, et je suis complètement crevé. Mais il faut avoir l'air frais et sympa pour se créer des nouvelles connexions. J'arrive plutôt bien d'ailleurs, puisqu'ils acceptent de me laisser utiliser leur adresse pour ma licence. Je repars en compagnie de Pete et de sa copine. Et Pete, c'est le pote à Zanzibar. Mission numéro 1 réussie, j'ai obtenu une adresse pour recevoir mon autorisation de jouer. Je pars dormir dans une rue au stationnement gratuit sous un arbre, pas très loin du bus de Pete. Mercredi 7 février. J'ai pas totalement récupéré, mon corps est encore fatigué par le voyage. Il a fait vraiment très chaud sur la route. J'avais jamais cramé comme ça dans une caisse. C'est comme monter dans une bagnole laissée un après-midi sur un parking en plein mois d'août. En France, tu démarres et le vent te rafraîchit. Ici, ça sert à rien d'ouvrir les fenêtres. Dehors, c'est le désert. L'air est sec et bouillant, comme le souffle d'un sèche-cheveux en plein visage. Subir cette chaleur une dizaine de minutes, c'est désagréable. Mais lorsque ça dure une journée entière, ça devient dangereux. Si à la place de Zanzibar, j'avais eu un vieux, il serait mort, comme en période de canicule. Même moi, j'étais pas loin. Et 2 jours après, ça va toujours pas fort. Au réveil, je regarde le bus de Pete d'un peu plus près. Sacrée bestiole. Autre chose que les combis de merde avec lesquels on roule tous ici. Ce bus est encore plus gros qu'un 508. 508 sont les fameux camions Mercedes, énormes. Avec un permis normal, tu peux rien conduire de plus gros. Peinture rouge, métal et chrome, des pare-vents en aluminium brossé sur le toit, une galerie, un pare-buffle énorme avec, accroché dessus, la poupée taille réelle de son ex-copine. Je répète, la poupée taille réelle de son ex-copine incrustée dans le pare-buffle. La classe. J'ose même pas imaginer ce que ça consomme, un truc pareil. En tout cas, rien à craindre avec les kangourous kamikazes. Dans l'après-midi, je pars faire ma licence grâce à l'adresse. L'administration me donne un rendez-vous mardi prochain pour une audition. Ok. Je m'achète un ticket de tramway à la semaine. Je m'abonne un mois dans une salle de muscu, ainsi que dans un cybercafé. Je prends rendez-vous avec un garagiste pour la vidange du camion et changer la poulie de l'alternateur, qui fait un sale bruit depuis que je lui demande de charger 2 batteries à la fois. Dès le 2e jour, je sais où bosser, où m'entraîner, où dormir, où réparer le camion et où utiliser Internet. C'est mieux qu'à mon arrivée à Sydney. Et avec le temps et l'expérience, je joue encore bien plus avant même d'être arrivé sur une nouvelle place. Jeudi 8 février. Depuis que je suis à Melbourne, je dors à St Kilda. C'est la ville portuaire un peu au sud, à 2 ou 3 km du centre. Il y a une plage et un Luna Park. Si tout se passe bien, j'arriverai à bosser comme à Coogee. Je pars faire une reconnaissance des lieux et rencontre une jeune fille aux allures excentriques. Elle se balade avec un bâton de jonglage. Après l'avoir abordée, elle m'emmène sur un lieu stratégique, un parc, dans lequel a lieu tous les samedis un genre de marché aux hippies, avec des stands plein de trucs hindous, des babas cool qui jouent au djembé, d'autres qui font du feu. Si ça attire des familles, il y a moyen que je fasse un show. Et jeudi, c'est ce soir. Je m'attendais pas à travailler avant ce week-end, c'est une très bonne nouvelle. Mon corps a à peu près récupéré, donc let's go. Au camion, en préparant mes affaires, je rencontre un mec au regard illuminé. Je le sens bien. Après l'avoir accosté, on a un peu discuté. Et il décide de me suivre pour voir le marché et mon show. On arrive sur le spot aux environs de 19h et c'est devenu très fréquenté. Un street performer joue déjà, avec un micro et un style à l'anglaise. J'arrive au moment où il donne un billet de 5$ à un enfant. On n'a encore pas affaire à un créatif, hein. J'en ai marre de voir le même show à la con partout. Quand le type a fini, c'est au tour d'un groupe de musiciens. Ils font de la transgoa acoustique avec une caisse de flamenco, un DJ ridou et un système amplifié. Le son est très bon, vraiment bon. Je danse, l'illuminé aussi, on est les seuls. Tous les autres se contentent de regarder le groupe comme s'ils étaient devant une télé. Certains voudraient bouger, mais des chaînes mentales les retiennent collés au sol. Peut-être qu'avec des coups de pied au cul, je peux en libérer quelques-uns de la matrice. Mais je viens à peine d'arriver, alors je me contente d'apprécier la musique et de danser avec l'autre gars. C'est déjà pas mal. L'un des musicos nous envoie un regard reconnaissant. Pour moi, ça fait un bon échauffement avant de commencer à bosser, c'est parfait. Et puis avec mon costume, les gens me remarquent et attendent le show. Pour maintenir la tension, j'envoie un petit enchaînement de kung-fu suivi d'un saut période-arrière. Très haut, réception souple, facile. Ah, je suis en forme moi. Les acrobaties sont un bon outil de mesure pour savoir dans quel état est le corps. Et là, les batteries sont pleines. Bonne nouvelle. Le marché est divisé en 2. De l'autre côté, il y a de la musique et des jongleurs aussi, mais eux jouent pour le plaisir, tous ensemble. De mon côté, on joue un seul à la fois et on bosse. D'ailleurs, c'est mon tour. Je remercie les musiciens pour la super musique. Eux me remercient d'avoir dansé, mais ils ne reviendront pas et me lâchent le spot sans rancune. Ils ont gagné très peu d'argent, environ 7$, et leur cercle n'était pas terrible. Pas terrible pour eux, mais pour moi, ce spot paraît excellent.
Question de feeling, une fois mes enceintes branchées, je commence immédiatement à décharger mon énergie sur les gens et les fais danser avec moi. On est plus nombreux à bouger devant mes enceintes de clodo que quand les musiciens jouaient. Technique de rue. Le cercle se forme vite et l'atmosphère change immédiatement. J'attire assez de monde pour remplir l'espace, alors que depuis tout à l'heure c'était plutôt vide et calme. Une fois la masse critique atteinte, je prends un peu plus mon temps et prépare mon matos. Je fais mes étirements et imbibe mes armes. Pendant ce temps, le cercle grossit de lui-même, sans que j'ai besoin de dépenser mon énergie. Ce genre de truc, on peut le faire dans des situations faciles. Si le spot est difficile, on perd son cercle au moindre relâchement d'attention. À chaque situation, il faut avoir un comportement légèrement différent et adapté pour réunir son public, créer l'atmosphère propice et préserver son énergie en vue des spectacles suivants. Être en perpétuelle adaptation, analyser, écouter, réagir, faut être à l'éveil, attentif, comme Van Damme, be aware. Il a tout dit en 2 mots. Le show se passe très bien. Le public est jeune et bordélique, mais pas méchant, j'arrive à le canaliser. Jouer des dérapages. Par exemple, à un moment, une nana s'est mise à hurler lorsque sa copine a débarqué et a traversé mon cercle pour aller la prendre dans ses bras. J'ai fait comme si ça faisait partie du show et demandé aux gens d'applaudir cet élan d'amour. Un meilleur performeur aurait trouvé une blague et aurait eu des rires. Parce que si on fait une hiérarchie des émotions, les rires ou toute autre réaction spontanée ont plus de valeur que les applaudissements. On peut toujours demander à un public d'applaudir ou de crier, voire même de siffler, mais le rire ne se commande pas. Et c'est pour ça que Philippe et les bons humoristes sont les boss du game. Dans le show, mon passage où je raconte que je débarque à peine et que je suis encore célibataire passe de mieux en mieux. Un peu de comédie entre les lignes, quelques blagues et les gens se marrent, c'est cool. À la fin, je ne récolte pas un chapeau de folie à cause du jeune âge de mon public, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à bosser et je suis fier de l'avoir fait dès mon arrivée. Faut pas perdre de temps pour briser la glace. Maintenant, il y a plus grand monde. Quelques personnes me demandent de refaire un show, mais je suis crevé et je pense pas que ça en vaille la peine. Un mec du stand en face vient me voir. Je m'attends déjà à la rengaine habituelle. Le gars va me prendre la tête avec des histoires d'autorisation ou je sais pas quoi, me parler des flics ou de ses cousins rugbyman, m'envoyer des sales vibes par jalousie ou par connerie. Alors que sans moi, cette partie du marché serait morte. La preuve, dès que j'ai fini, ça s'est vidé. C'est moi qui ai permis au spot de rester vivant un peu plus tard. Le monde attire du monde, il devrait me remercier. Mais je l'attends, je vais lui apprendre la politesse à ce petit enculé. Le gars approche, j'ai déjà le regard noir et les poings fermés. Le type tend la main et me glisse un billet de 20 $ dans la mienne. Pardon ? Il me félicite pour le show et me dit combien il a trouvé ma gestuelle impressionnante. Je suis choqué. Ensuite, il me sort un collier, un de ceux qui vend, avec des lumières qui clignotent, un gadget à touriste, une diode verte et l'autre jaune. Il me dit que ce sont les couleurs de l'Australie et me souhaite la bienvenue. Oh putain! Ah là, il m'a eu l'enculé. Ce mec m'a désarmé. J'accroche mon collier autour du cou et mon énergie augmente instantanément, sans me poser la moindre question. Je relance la musique et démarre un nouveau show alors que j'avais renoncé. Effectivement, c'est pas facile, vu qu'il y a presque plus personne, mais je transmets mon énergie à ceux qui sont là et leur demande de m'aider à faire le cercle. Et tous ensemble, en dansant et en se marrant, on arrive à créer quelque chose. Mon corps est vidé d'énergie. En fait, j'étais encore sous le coup du voyage, je me rends compte maintenant. Ça m'oblige à être moins physique et accentuer mon jeu de scène. En me laissant aller et en m'abandonnant petit à petit au spectacle, je parviens à resserrer la relation publique. Leur capacité d'écoute augmente sensiblement et mes blagues deviennent plus courtes, plus efficaces et plus rigolotes. Le blabla ne doit pas être tel un flow ininterrompu, mais respecter un rythme, être tranchant, vif, ponctué de gestes et d'expressions faciales, on ne doit pas parler pour rien. Un artiste de rue m'avait appris cette leçon il y a des années. C'est seulement aujourd'hui que je commence à comprendre. Peut-être que je maîtriserai dans 10 ans. À la fin du show, je recroise le jeune homme au regard illuminé. Il s'appelle Danny M. Nous nous donnons rendez-vous le lendemain matin pour un petit déjeuner dans le parc à côté duquel je dors. Pour l'heure, je tiens à peine sur mes jambes. Le deuxième show a achevé de m'épuiser. Je vais jusqu'aux limites de mon corps, à longueur de temps. Déjà en France, je rentrais souvent au bercail en rentrant. Et dire que la plupart des gens pensent que les artistes de rue sont des branleurs, même quand j'étais déménageur, je finissais pas mes journées dans cet état. Je marche, appuyé sur ma chariote, un peu déconnecté. Il faut quand même faire attention en traversant la route, en croisant des gens. On sait jamais sur qui on peut tomber. Sentir les énergies, suivre les bonnes, fuir les mauvaises. Relâche la tension une seconde et ton cercle s'envole. Ou tu prends une bagnole en pleine face. Dans tous les cas, le spectacle est terminé, game over. Le lendemain, je vais me faire plaisir avec ma première séance de muscu et le repos en cybercafé. Hier, j'ai fait environ 140 $. Et si je fais 300 $ dans le week-end, j'aurais fait ma semaine à 450 $. Avec ça, je me sentirais vraiment tranquille. Autre chose que mes 10 $ de la première semaine à Sydney. À la salle de muscu, sans programme spécifique, j'essaye les machines un peu au hasard. Sur l'une d'entre elles, vraiment bizarre, je me fais mal au bras.
Douleur inhabituelle sur un muscle que j'utilise assez peu d'habitude, au niveau du coude. C'est une erreur. Chaque blessure en est une. Un signe de négligence. Faut rester concentré. Et puis il va surtout falloir que je me fasse un programme précis. Pour me requinquer, je bouffe mon éternel menu. Nouilles 2 minutes, un verre de protéines et une tomate, le repas des champions. C'est mangeable, sportif et ça coûte quasiment rien. Après ça, dans le cyber, j'ai une sacrée surprise. Ma petite sœur m'a envoyé un dessin de nous. D'un côté, je m'entraîne sur la plage de Kuji, comme sur la photo, et de l'autre, elle chante au piano, comme à la maison. Au milieu, on pousse chacun notre chariot, en direction d'un point d'interrogation. Je reste devant le dessin plus d'une demi-heure, comme un gosse, le sourire fixé aux lèvres, avec tout un tas de souvenirs et de sentiments qui remontent, un peu de nostalgie du passé, un entraînement au présent et des projets pour le futur. C'est qu'un dessin, mais devant mes yeux, il y a tout un film qui défile. Je suis tellement touché que j'aurais pleuré si j'en avais été capable. Son chariot est tout petit comparé au mien, et elle porte son piano sur le dos comme s'il ne pesait rien. Elle se rend peut-être pas encore compte, mais le matos et la pression de la rue pèsent lourd, très lourd. Il faut beaucoup de force et de volonté pour avoir un pas aussi léger. Les deux personnages se dirigent vers un point d'interrogation, il s'agit du spectacle, toujours imprévisible. Le soir, je me suis baladé tout seul, avec des jolis habits, dans l'idée de faire une rencontre. Arrivé au bout de la rue, où mon van est garé, je me suis fait accoster par une fille pas trop mal. Elle a vu mon show hier et bosse ici, dans le restaurant juste derrière nous. Il fonctionne sur un système plutôt original, c'est un prix libre. À la fin du repas, tu donnes ce que tu veux. Je plais à la fille, et elle veut m'emmener faire un tour de la ville, me montrer la plage. Eh ben écoute, c'est parti. La balade se révèle intéressante, et je découvre les différents spots où je peux jouer. À un moment, elle s'est arrêtée pour parler avec quelqu'un qu'elle connaissait, et j'ai continué tout seul. Non pas qu'elle me saoulait, mais je sais pas, à force de vivre seul, manger seul, penser seul, parler seul, je suis plus habitué à attendre qui que ce soit. Et puis attendre quoi ? Je voulais juste parler avec cette fille. Une demi-heure, ça m'a suffi. J'ai envie d'être seul maintenant, c'est bien aussi. En rentrant au van, je me suis arrêté à son resto pour voir le lieu. Elle était là et m'a gentiment engueulé d'avoir disparu sans prévenir. Elle s'appelle Kate et me présente les personnes qui bossent avec elle. Tous sont très sympas. On est resté un certain temps à rigoler en arrière-salle. J'apprends que dimanche, il y a un énorme festival à Saint-Kilda. Saint-Kilda, c'est la plage où je suis. Bonne nouvelle, mais en même temps, c'est une épreuve. Un festival, ça se prépare. Et là, à peine arrivé, je dois faire face à l'opportunité. Pas évident. Samedi soir, je décide donc de ne faire qu'un seul spectacle, car le jour suivant, il y a le festoche. J'aurai besoin de force pour pouvoir bien bosser. Avant d'y aller, j'ai mangé dans le resto à prix libre. Ils sont dans un délire baba cool, bouffe bio naturelle pour végétariens utopiques. Pas vraiment mon rayon, mais je dois admettre qu'avec des ingrédients très simples et pas bien chers, ils parviennent à faire des plats délicieux et copieux. En allant sur le spot hier soir, je recroise un performeur qui jouait sur le marché, le type au choix à l'anglaise. Je me place dans son cercle et attends qu'il finisse pour jouer. De toute façon, il est encore trop tôt et j'aurais attendu une demi-heure pour le coucher du soleil, voire plus. Derrière moi, un type m'appelle « John !» Je me retourne et je vois Indiana Jones. Pardon ? Indiana, pour de vrai, et en plus il me connaît. Ok, cool. Il me fait signe d'approcher. Super à l'aise, décontracté et dominant, en même temps c'est Indiana. Il me prévient juste qu'il va faire un show juste après le gars qui joue en ce moment. Ok, pas de souci. De toute façon, à partir du moment où il était là avant moi sur le spot, il a la priorité. C'est comme ça que ça marche partout. On discute un peu pendant qu'il prépare son matos et il s'avère super sympa et détendu. C'est très rare dans cette situation. Moi, quand je suis sur le point de jouer, j'ai besoin de me concentrer et j'aime pas trop qu'on me parle. Quand je lui ai proposé de le laisser seul pour qu'il se prépare, il a rigolé d'un air entendu. En réajustant son chapeau, il me raconte qu'il a tourné dans 27 pays avec son spectacle. Ses routines sont tellement rodées qu'il n'a besoin d'aucune préparation mentale. Ça calme. Indiana Jones, c'est pas un rigolo. Il me dit aussi qu'il a aucune pression, dans la mesure où il est payé pour jouer. Ah bon ? Et de toute façon, dans tous les cas, il faut rester cool. En disant ça, il claque des doigts et me fait un clin d'œil puis réajuste de nouveau son chapeau. Même son timbre de voix, très rauque, jouant dans les basses, est hyper travaillé. Comme celui d'un chanteur professionnel ou d'un animateur radio. Je pourrais l'écouter pendant des heures, c'est hypnotique. Mais c'est quoi ce délire ? Il est payé ? Par qui ? Par quoi ? Vraiment trop fort le mec. Au moment où il démarre, je suis pas étonné de découvrir du très très gros niveau. Il exploite à fond sa voix grâce à un micro d'excellente qualité et parle aux gens qui passent. D'habitude, pour créer son cercle au micro, on fait des blagues de passage. Du genre, si un mec passe avec 2 filles, on lui lance 2 nanas pour un seul mec, tu dois être très riche. Des conneries standards dans ce genre-là, ça fait marrer tout le monde si c'est bien placé. Mais au lieu d'utiliser ce genre de blagues qui n'ont pas vraiment de lien entre elles, Indiana développe une vraie tchatch cohérente, dans laquelle il place des punchlines. Ça a pour effet de renforcer son personnage et de lui donner une vraie originalité. En plus, les blagues qu'il pose sont vraiment bonnes. Par contre, le spot est très dur. Il n'y a presque pas de passage, c'est beaucoup trop calme.
Vu qu'il est excellent, il arrive quand même à arrêter 3 personnes sur 4, ce qui est un ratio énorme. Pour réussir un cercle qu'il juge acceptable, il a dû tchatcher plus de 20 minutes et faire 3 ou 4 mini-performances qu'il appelle des warm-up pour chauffer le public. En voyant le tableau de loin, voilà ce qu'on voit. Une immense rue, quasi déserte, des deux côtés, et au milieu, un gros cercle de gens. C'est pas bon pour moi tout ça. J'ai pas 3 ou 4 numéros de warm-up comme lui, 1 ou 2 tout au plus, et surtout je suis loin, mais alors très loin d'avoir une telle tchatch en français, alors en anglais, mais j'y pense même pas. Pour son final, il utilise un fouet enflammé. Ça fait plaisir de voir un instrument de feu un peu original. À part mon épée, je crois que j'ai rarement vu des trucs marrants. La plupart ont des torches de jonglage enflammées, le truc le moins original du monde. Tu rajoutes à ça un monocycle et je vomis. Lorsque mon tour arrive, je suis tendu. Il s'agit de pas se vautrer devant lui. C'est maintenant ou jamais pour donner une bonne première impression. Et tout se joue à cet instant précis. Lorsque des artistes de rue se rencontrent pour la première fois, la hiérarchie se met en place. Indiana a annoncé du gros niveau et ensuite il a assumé avec un show de tueur. Succès total en situation difficile et sans stresser. Résultat, je suis obligé de le respecter. En plus, il est sympa et humble. C'est le genre de gars qui irait même jusqu'à faire semblant d'ignorer les codes de la rue et me parlerait décemment, même si je me plantais lamentablement. Ce qui me fout encore plus la pression. Je ne veux surtout pas de la condescendance de la part d'un mec respectable. Si je me ramasse, je vais être dans la position du débutant et nous ne pourrons jamais parler d'égal à égal, pas avant des années. Se faire respecter par un autre artiste de rue n'a rien de facile. Surtout ce soir, hein, la rue est déserte. Comment il a fait pour ramener autant de monde pendant son show ? On va voir. Je lance la musique et commence à me trémousser. Il va falloir que je maintienne l'attention longtemps pour me faire un cercle, donc ne pas griller mon énergie trop vite. Et puis il y a le festival demain. Ok, danser mais tout en souplesse. Alors je dois avoir une bonne étoile ou quelque chose comme ça. En quelques minutes, grâce à mon super déhanché, un cercle s'est formé. Putain, la chance, ça allait plus vite que pour lui. Sans doute parce qu'il a chauffé la place. Indiana est assis derrière moi, dans mon fond de scène, et il observe. Rien n'échappe à son regard de vétéran. La rue, sous son regard, c'est une simple équation, la clarté pure. Aucun mystère sous le pavé. La Matrix se décrypte sans doute d'elle-même sous ses yeux. De nombreuses fois dans le spectacle, je lui lance des vannes. Après tout, je joue pour lui ce soir. Au moment de monter sur ma poubelle, de tout là-haut, j'explique au public que tout un tas d'artistes de rue utilisent des monocycles et des pôles, genre des plateformes portables, pour faire des figures en hauteur et être vus par tout le monde. Je me retourne vers Indiana, qui utilise lui aussi un pôle pour son final, et lui lance en montrant ma poubelle « Hey, tu l'as vu mon podium à moi ?» Les gens se marrent, lui aussi. Au final, pour l'épée enflammée, je me retourne en la faisant tourner dans mon dos et envoie un clin d'œil à Indiana. Le genre de clin d'œil qui veut dire « La mienne est plus grosse ». Pas très subtil, mais de bonne guerre. Tout s'est vraiment bien passé. À la fin, une nana se jette sur moi et m'embrasse sur la bouche. Super sexy en plus. Ça commence à vraiment bien fonctionner ma blague de célibataire. Une jolie asiatique, j'imagine qu'elle comprend mal l'anglais et que quand j'ai demandé au public de pas partir sans me faire un bisou, elle a sans doute compris qu'il fallait me rouler une pelle. J'aime la communication approximative entre hommes et femmes. Ça débouche parfois sur des malentendus chanceux. Je lui demande de rester un peu, le temps que je range mon matos. J'ai des projets d'échange culturel dans mon van pour elle et moi. Il y a encore un peu de monde dans la rue, mais ni moi ni Indiana ne voulons rejouer, à cause du festoche de demain. Pour ce soir, c'est repos. Et ça va, je peux relaxer, il a aimé mon show. Nous pouvons parler d'égal à égal malgré notre différence d'envergure. Un privilège que je savoure. Il m'explique ici qu'il est le représentant des artistes de rue auprès de la ville de Melbourne. En gros, c'est le bike boy du coin. Sauf que lui, c'est pas un enculé qui se sert de sa position pour venir se garer en 4x4 sur le spot, se monter une garde personnelle avec des clodos, ouais j'y reviendrai, et baiser la gueule des autres artistes. Au contraire, Indiana se bat pour qu'on puisse avoir un permis avec un visa touriste, ce qui permettrait d'accueillir des artistes internationaux. Yes, ça c'est le bon esprit. Kate, la serveuse, est venue voir mon show, et elle est restée après la fin pour me parler. La jolie asiatique flippe un peu et croit que c'est ma copine. Je réussis à lui expliquer que non, j'ai pas de copine. Elle semble soulagée et me fait un gros câlin. Après avoir échangé nos numéros et quelques bisous, je me barre. Il faut que je sois en forme pour demain. En chemin, Kate me rattrape pour m'inviter à prendre une douche chez elle. Maline, la serveuse, elle propose de me frotter le dos. Ça me plaît, mais je dois bosser dur pour demain matin et préfère dormir. Si je la suis, je sais déjà comment ça va finir. Plutôt bien, mais le lendemain, je serai affaibli pour le festival. Et ça, c'est pas envisageable. Il dure un jour seulement. Et si ça se passe bien, je peux gagner plus qu'en une semaine entière. Pour l'instant, j'ai pas trop les moyens de me payer une partie de jambes en l'air qui vaille si cher. Et puis même, j'en ai aucune envie. Le spectacle passe avant tout le reste. En rentrant au van, je m'assois sur le trottoir pour compter mon fric, comme d'habitude. Et là, grosse surprise, au milieu des billets de 5$, je trouve un billet sensiblement plus gros que les autres. Je regarde de plus près, c'est un billet de 50$.
Wow! Mon premier billet de 50 $. Et la personne qui me l'a filé a su rester super classe. La discrétion absolue, je m'en étais même pas aperçu. Je cours dans la rue avec mon billet dans la main en criant de joie, puis j'appelle immédiatement Tim, Indiana Jones, il s'appelle Tim en fait, pour partager l'événement avec quelqu'un. Mon premier billet de 50. Il est content pour moi, mais pas plus surpris que ça. J'imagine qu'avec tous les billets de 50 qu'il a reçus, il pourrait garnir un oreiller. Par contre, il a beaucoup de mal à comprendre pourquoi je retourne tout seul à mon camion. Il a évidemment grillé le manège des 2 poulettes et il s'attendait à ce que je suive au moins l'une d'entre elles, peut-être que je réunisse les deux. Renoncer à un show nocturne pour être en forme le lendemain, ça passe encore. Mais décliner les avances de mes groupies, c'est pousser un peu loin l'éthique des artistes de rue. Même Indiana demeure sceptique face à tant de fanatisme. Dimanche 11 février. Réveil assez tôt, je veux bosser dès le matin. Il fait très beau, il y a des stands partout qui se montent et des trucs énormes, sound system, scène, tremplin pour motocross, mais le public n'est pas encore là, ça va se réveiller vers 11h je pense. En attendant, je m'accapare une place stratégique dans la rue principale et commence mes étirements. Quelques personnes viennent me parler, comme d'habitude. Un vieux me demande des conseils pour perdre son gros bide et avoir des abdos comme le mien. Mais c'est pas gagné, je lui propose de bouffer de la protéine en poudre matin, midi et soir, pourquoi pas. Un autre mec très discret et apparemment plutôt timide vient me voir aussi. Il est français, mais je comprends rien à ce qu'il me raconte. Apparemment, il est photographe et connaît plein de stars. Ok, j'ai ni la télé ni la culture qui va avec. Enfin, si on peut appeler ça de la culture. Alors les noms de célébrités qui me déballent pour m'impressionner, ça me dit rien du tout. Et puis j'en croise à l'appel des mecs qui prétendent connaître d'autres gars, pour ce que j'en ai à foutre, aucun d'eux ne s'est jamais révélé utile. Il me pose pas mal de questions, alors dans la mesure où il s'intéresse à moi, je réponds poliment. Ensuite, il me montre son appareil photo. Le Canon 1DS Mark II. Pas le genre de truc qu'on vendait à Darty. Là, on parle de la Ferrari des numériques. Rien que le boîtier vaut 13 000 $ environ. Et il a des optiques de folie. Dans son sac à dos, il y en a pour 30 000 $. Donc le gars doit pas être trop mauvais pour trimballer du matos pareil. Je commence déjà à le prendre un peu plus au sérieux. Il fait quelques photos de moi, ça me met en forme et je lance un show. Le cercle se forme assez facilement, et au moment de commencer pour de vrai, je demande au public de choisir entre une démonstration de kung-fu ou une histoire. On laisse rarement au public le choix, ça les perturbe complètement et personne ne sait quoi répondre. Au final, je lance ma démo habituelle avec laquelle au moins je suis sûr de retrouver le rythme. Show facile, vite expédié, petit chapeau, mais c'est ce qu'il faut. Sous le soleil de plomb, c'est vraiment dur de jouer, faut pas tenter de tenir les gens trop longtemps. Serge m'apporte de l'eau et des sushis, vraiment sympa. Serge, c'est le mec avec l'appareil photo. Des gens me demandent si je vais refaire un spectacle. Alors j'en relance un. Mais ce coup-ci, mon nouveau spectacle. Maintenant, les rues sont remplies, ça va être super facile. Dès le début, j'ai un cercle très réceptif. Quand j'ai fini le saut de poubelle, j'ai au moins 200 personnes autour. Et ce coup-ci, je choisis un gosse dans le public pour le transformer en Kung Fu Kid. Un gros bonhomme devient le monstre et une jolie petite fille fera la princesse. Le gosse est un peu timide et maladroit, le monstre est surexcité et dur à canaliser, la petite fille est une caricature, du genre qui aime les dauphins et rêve d'être une princesse. Lorsque je mets le chapeau de monstre sur la tête du gars, tout le monde est mort de rire. Oh, ça marche! Et je commence l'histoire. Dès les premiers gestes que je fais faire au gosse, le public rigole. Je m'attendais pas à une réaction aussi vive. Pourtant, je lui ai rien fait faire d'extraordinaire pour l'instant. Juste faire semblant de voler dans les airs et prendre une position de héros. Ensuite, la princesse pleure dans son donjon et appelle le héros qu'elle a vu par la fenêtre. La petite prend ça super au sérieux et oh, ça attendrit tout le monde. Puis le héros vole encore et casse la porte du donjon. Le monstre arrive avec une roulade foireuse, court autour de la scène et prend sa position de monstre. Tout le monde est mort de rire lorsqu'il manque d'écraser les gamins en faisant sa roulade. Le héros a la trouille et se fait finalement sauver par la princesse qui tue le monstre dans les couilles. Le héros en profite pour sauter sur le dos du monstre et lui arracher son chapeau rigolo. Et ça finit avec la plus belle des happy end, le héros et la princesse partent boire une bière ensemble. Je gère tout ça assez chaotiquement vu que c'est la première fois, mais le public a rigolé du début à la fin. J'ai pas dépensé trop d'énergie et je fais un chapeau correct. Ça m'a beaucoup plu. Et surtout, je sens que je peux faire d'immenses progrès dans ce nouveau type de spectacle. En plus, personne ne fait de salade en Australie. Pour rappel, les salades, c'est quand tu prends des personnes au hasard dans le public et que tu leur fais faire un show de théâtre. Après ça, Serge m'a invité à manger. Sympa. Il aimerait faire d'autres photos de moi et aussi que je fasse mon show à la soirée d'un de ses amis. Une soirée gay. Un striptease serait le bienvenu. Eh putain, c'est toujours la même histoire, hein. Pourquoi pas, ça m'intéresse. Dans l'après-midi, je rencontre son ami, un jeune homme de mon âge, et nous nous mettons d'accord. Je ferai mon show de nuit et la partie striptease sera plus poussée que ce que je fais habituellement dans la rue. Je serai payé 150 $. J'en voulais 200 à la base, mais si je peux me permettre de faire un premier show en soirée dans la rue et finir la soirée chez le mec, eh ben ça me convient tout à fait. A priori, je pourrais en plus me faire des contacts intéressants et trouver des jolies nanas, c'est parfait. En tout cas, il est efficace Serge. En une demi-journée, il m'a déjà nourri, fait des belles photos et trouvé un contrat.
C'est ce que j'appelle du concret. Il a plein d'autres petits protégés sous ses ailes et les aide grâce à ses connexions. Entre autres, 2 jeunes filles pour qui il a de grands projets, 2 sœurs. Elles chantent et font du piano. Serge va en faire des stars. En l'écoutant, je regrette de ne pas pouvoir en faire autant pour Laetitia, ma petite sœur qui chante du piano. Après le repas, je retourne dans la rue faire du spectacle. Mais la digestion et le soleil de ce matin m'ont sacrément diminué. En plus, le vent s'est levé. Il souffle tellement fort que j'ai du mal à marcher droit. Merde, mais c'est une vraie tempête. Et chose rare, il y a trop de passants pour jouer. Les rues sont noires de monde, elles saturent. Le simple fait de me déplacer avec ma chariote est une épreuve. D'après ce qu'on m'a dit, le festival accueille 500 000 personnes le temps d'une journée. Saint-Kilda doit avoir habituellement moins de 100 000 habitants. Devant une telle masse de gens, on se sent écrasé. Il faudrait un lance-flamme pour s'imposer, c'est Woodstock. Mais je tente le coup quand même. À côté de moi, un jeune performeur joue, il doit avoir 12 ans. Marrant et pas mauvais pour son âge. À la fin de son show, je lui donne quelques conseils et l'encourage. Il m'a déjà vu la semaine dernière quand je jouais au marché. Ça a dû lui plaire, vu le respect que je sens dans son attitude. Et ça me fait tout drôle d'en voir un plus petit que moi et moins expérimenté. J'avais presque oublié que ça existait. Je suis son aîné. Waouh, ça me fait tout drôle. Bon, je prends les choses en main. On va jouer chacun notre tour, histoire de se motiver et de faire le plus de shows possible. Au moment où je commence, il pose une question qui me flatte. Il me demande lequel de mes shows je vais faire. L'humour, le feu ou les performances physiques. Il a vu les 3. Normalement les artistes de rue n'ont qu'un seul show. La majorité ne sont pas des créatifs, mais juste des mecs qui exploitent un filon. Et ben aujourd'hui je vais bosser la salade. Tout en créant mon cercle, j'explique au petit bonhomme comment je fais en temps réel. C'est-à-dire, le spectacle se transforme en cours magistral, c'est très rigolo. Par exemple, je déroule ma corde et j'annonce au petit que maintenant je vais faire se rapprocher les gens. Ensuite, je me retourne vers le public et leur dis de se rapprocher. Et ça marche. Ils sont amusés par cette interaction différée, comme si je faisais le show pour le gosse et pas pour eux. Alors qu'ils sont déjà presque une centaine. Ensuite, je chope un volontaire et une poubelle et explique qu'avec ça, je vais doubler par 2 la taille de mon cercle. Et à chaque fois, mes explications fonctionnent. En même temps, c'est facile, la rue est pleine à craquer. Après la poubelle, je laisse le volontaire repartir et retourne vers mon matos pour lancer le son. Mais lorsque je me retourne, j'ai la surprise de ma vie. Le cercle s'est envolé. Ça bouchonnait tellement sur les côtés que les passants bloqués ont profité de cette chute d'attention pour traverser mon cercle. Celui-ci s'est effondré comme un barrage d'eau qui lâche. En moins de 5 secondes, j'ai perdu 200 personnes. Juste le temps de respirer. Voilà le résultat d'une perte d'attention. Le petit est sidéré aussi. Moi je me marre, tu parles d'un prof à la con, ça m'était jamais arrivé. Au moins, je sais que je dois changer la construction de cette partie du show. Après cet échec lamentable, c'est au tour du gosse maintenant. Je découvre son show, tout à l'heure j'étais arrivé à la fin. Il fait de la magie. Ses tours bidons foirent une fois sur 2, mais il rattrape le coup en tchatchant, et ça fait marrer les passants en tout cas. C'est un bon début. Moi j'ai envie de voir d'autres spots. Vu la quantité de foule, il y a moyen de faire des cercles énormes. Mais pas ici, c'est trop petit. Après lui avoir donné quelques conseils et beaucoup d'encouragement, je m'en vais. En m'enfonçant dans le festival, je me noie sous des foules encore plus denses, et me retrouve sur des places encore plus exposées au vent. La tempête de tout à l'heure ne s'est pas du tout calmée. C'est un truc de dingue, limite dangereux. Il y a tout à fait moyen qu'un stand s'arrache et qu'une planche portée par le vent aille s'éclater dans la tête d'un festivalier. Très probable. Je perds mon énergie à avancer dans le flot d'humains pendant près de 2 heures. Après quoi, je vais un peu dormir au camion en attendant la nuit pour revenir au festival avec mon matos de feu. C'est pas mon plan d'origine, mais le vent est infernal, je dois m'adapter. Les autres performeurs m'ont mis en garde. Après 16 heures, les festivaliers sont tous bourrés. Et là, il est 22 heures. La rue est donc remplie de zombies en redescente d'alcool. Je trouverai des corps allongés le long des caniveaux, rampant dans leur vomi, en plein coma éthylique. Il y aura également de nombreux morts à cause de la tempête. Tuiles qui s'arrachent, planches qui s'envolent, structures de sonorisation ou d'éclairage provisoire qui s'effondrent, auxquels s'ajoutent les combats d'ivrognes, guerres des gangs et faits divers bizarres, tels que les grands-mères perdant le contrôle de leur véhicule et fonçant dans la foule, etc. Bref, même en étant très optimiste, je dirais qu'il devrait y avoir à peu près 1% de décès. Sur un échantillon de 500 000 individus, ça représente quand même 500 000 cas. Sachant que le festival est concentré dans des rues d'environ 2 km de long, ça nous donne en moyenne 40 cadavres tous les 100 mètres. Dans ces proportions, certains corps seront entassés. Mais quand j'ai décidé de faire mon show, c'est pas ce genre de petits détails qui m'arrêtent. Moi j'y vais et c'est tout. D'ailleurs, le premier show marche plutôt bien. Une nana me file même un billet de 20 $. Et j'arrive à cadrer les alcoolos. Il y en a pourtant un paquet. Pendant mon équilibre sur les mains en grand écart, donc les jambes écartées, la tête en bas, le cul en l'air, un jeune complètement défoncé monte sur ma scène pour tenter de m'attaquer avec un énorme vibromasseur rouge. Il a dû sentir la vulnérabilité de ma position. C'est passé près, mais j'ai réussi à l'esquiver d'une galipette au dernier moment. Par contre, impossible d'engueuler le mec, j'étais mort de rire.
Puis les organisateurs du festoche sont venus m'interrompre pendant le deuxième show, en plein milieu, à cause du feu. En même temps, je les comprends, vu l'état du public, il y a des sérieux risques. Alors, comme si tout était prévu, je continue mon spectacle, mais sans feu, et sans musique. Avec pas mal d'impro, et ouais, ça sert d'avoir 3 shows. Je peux remixer à ma sauce en cours de route, mais ça marche quand même beaucoup moins bien qu'avec le feu. Après ça, j'ai commencé à sentir sérieusement la fatigue. Mais en même temps, on est dimanche, je devrais attendre jeudi prochain pour pouvoir bosser de nouveau. Et d'ici là, j'ai tout le temps de récupérer. C'est maintenant qu'il faut cracher ses tripes. Par contre, pour bosser, il faut que je change de spot. Ici, je suis grillé pour le feu. Une fois mes affaires rangées, je sens mon corps qui commence à renoncer. J'en suis quand même au 5e show de la journée, auquel s'ajoute la pression de la foule, la tempête de vent, l'ambiance. Mais je ne veux pas arrêter maintenant. Le problème, c'est lorsque je remballe le matos, sans doute par habitude, mon corps se met automatiquement en stand-by. Une fois la charrette prête à partir, je suis dans un état de total relâchement. Du genre, si quelqu'un me parle, je ne réponds même pas. Si elle est vraiment très mignonne, je marmonne. C'est là qu'intervient la technique des chevaliers du zodiaque. Le van est dans la direction opposée au spot sur lequel je pourrais jouer. Il faut donc prendre une décision, aller d'un côté ou de l'autre. Je veux bosser, mais j'en peux plus. Le van, et surtout mon lit qui se trouve à l'intérieur, m'appelle. Un murmure envoûtant. Impossible de lutter, mais les mots de Philippe résonnent comme un écho. Faut bosser, bosser, bosser. Les chevaliers du zodiaque n'abandonnent jamais. Ils se battent jusqu'à la dernière étincelle de vie. Et c'est en frôlant la mort à chaque combat qu'ils sont devenus aussi forts. Alors même si je dois rentrer au van en rampant, je ferai un dernier show. Et au pire, qu'est-ce qui va m'arriver? Crever sur le bitume? On va voir. Arrivé au spot, j'installe mon matos. Autour de moi, c'est le chaos. Même dans les férias espagnols ou les fêtes du vin en France, je m'étais jamais retrouvé avec une foule aussi dépravée. Tout le monde est bourré. Je suis fou d'insister. Au moment de démarrer, un gars arrive en courant au milieu du cercle que je venais laborieusement de créer et jette à côté de mon matos un carton rempli de canettes de coca, qu'à mon avis il venait de voler, puis s'enfuit. La moitié du cercle se jette sur le carton pour se servir en boisson gratuite. Coca gratuit! Ils sont devenus tarés et manquent d'écraser mon matos. Je contrôle plus rien. Je me jette dans la mêlée, pousse tout le monde à coups de pied, chope le carton et le jette le plus loin possible de mon cercle. Et comme des chiens, ils courent tous se ruer de nouveau dessus. Tout ça pour du coca? En tout cas, grâce à mes réflexes, je viens de nettoyer mon cercle des spécimens les plus énervés. Mais il me reste tous les embrumés qui ont même pas eu le temps de réagir, ceux qui ont même pas capté l'action. Rien à foutre, je lance le show avec ce qui me reste d'énergie. Et en fin de compte, ça se passe pas si mal. Je pousse loin le striptease, je pourrais même montrer mes couilles devant un public pareil, ça les ferait marrer. Pendant le spectacle, une bande de babacools armés de matos de jongle débarque en plein milieu de mon cercle. Ils passent devant les gens assis au premier rang pour mater ce qui se passe. À l'aise, ah mais faites comme chez vous les mecs. Des mouches à merde dans ce genre, je les renifle à 2 km. Ils cherchent un endroit pour faire du jonglage enflammé. Mes grosses flammes sont visibles de loin et il y a un beau cercle autour de nous. Et ils veulent en profiter pour faire du feu aussi. Mais ils sont tellement à côté de la plaque qu'ils comprennent même pas que je suis pas un des leurs. Je suis tout sauf un jongleur qui fait joujou avec des torches enflammées comme si c'était une finalité en soi. Ces cons vont jusqu'à se mettre entre mon public et moi. J'ai vu le moment où ils allaient poser leur sac à côté de mon matos et commencer à jongler. L'un d'eux a croisé mon regard. Il s'est tétanisé comme un petit lapin devant une voiture, a ramassé ses potes et s'est barré aussi sec avec. Après le show, la tribu m'envoie une des leurs pour négocier la place. Une femelle crasseuse, poilue et grassouillette. Sa robe est sale. Elle tente de jouer de ses charmes pour obtenir mes faveurs. Stratégie courageuse vu ses ressources. Je réponds d'un grand sourire que j'ai fini et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le spot. Puis, j'ai changé d'expression et durci ma voix pour attirer l'attention du groupe déjà occupé à s'installer. Vous tous! Ils ont relevé la tête. À l'avenir, lorsque vous voyez un street performer travailler, j'insistais sur le mot travailler, ils doivent pas connaître, ne vous permettez plus de foutre la merde dans son cercle. Gros silence, arrêt sur image, ils se sont figés. J'ai bien cru qu'ils allaient renoncer à jouer tellement j'ai cassé leur délire. Putain d'hippies colo sauveurs du monde. Ils ont tous fait leur regard de chien battu du genre « Ah, on est des gentils, on est désolé, on culpabilise tellement qu'on va t'offrir toute notre drogue et toutes nos meufs. » Ce dont il faut se rendre compte, c'est que pendant et après un spectacle, je suis chargé d'énergie, comme n'importe quel homme de scène à ce moment-là. Sans doute le fait de tenir tête seul, face à des centaines de personnes, je saurais pas définir ou expliquer exactement ce phénomène, mais en tout cas, on devient plus fort. Exactement, on devient une sorte de surhomme. Pendant un laps de temps éphémère, on possède l'énergie d'une foule. Utilisée agressivement, cette énergie est destructrice. On peut par exemple détruire le moral d'un groupe entier. J'ai relâché la pression sur les jeunes.
Si j'étais resté ainsi à les fusiller du regard, je sais même pas si elles auraient commencé à jongler. De toute façon, je suis déconcentré par une jolie blonde du public, complètement pétée, qui se jette sur moi. Tandis qu'elle m'embrasse, je me dis qu'elle est pas trop mal dans sa robe chinoise. Dommage que son maquillage est coulé, sans doute la sueur et l'alcool. Ça manque de classe. Et vu de près, avec les détails et l'odeur, on n'est pas loin des putes de King Cross au petit matin, après une soirée bien chargée. La différence majeure, c'est son âge. Elle est plus jeune. Et ses fringues, il manque quelques détails importants. La jupe est pas assez fendue. Enfin bon, dans la mesure où ce soir elle m'offre ses services gratuitement, je vais pas non plus faire la fine bouche. Pendant que les babacools installent leur foutoir, elle me défie à une course d'escalade sur les grilles du Luna Park. Putain, mais c'est une tradition locale de défier les mecs avant de les baiser ici ? Les grilles du Luna Park, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'entrée du parc d'attractions, des grilles immenses du genre 5 mètres de hauteur, qui finissent sur une sorte d'arche faite avec des fausses dents géantes. C'est assez délirant comme portail. Ma challengeuse a l'air totalement sûre de son coup et m'annonce fièrement que 1. Elle a déjà défié des dizaines de gars avant moi, 2. Je n'ai aucune chance, 3. La victoire lui est déjà acquise. Et son regard ne ment pas, elle y croit. Pour gagner, elle se battra jusqu'au bout, jusqu'à la mort, comme en témoigne son maquillage qu'elle n'a pas hésité à sacrifier lors d'un défi précédent, enfin j'imagine. D'un coup, je revois mon jugement hâtif de tout à l'heure. Cette fille n'est peut-être pas seulement une dépravée, et ça serait pas la première fois que je me fais bluffer par une nana du coin. Tyreen m'avait donné du fil à retordre sur le sprint, j'avais gagné de peu. Cette blonde éméchée est sûrement une sportive de haut niveau. Elle titube et ne paye pas de mine, mais après tout, les sportifs aussi font la fête et peuvent se mettre minables. Souvent plus que les gens normaux d'ailleurs. Avec Tyreen, j'avoue avoir été surpris. Ma victoire n'avait tenu qu'à un fil, mais ce coup-ci, je dois compter avec ma grande fatigue et ne pas me laisser tromper par l'apparence de mon adversaire. Ne surtout pas la sous-estimer. Elle a peut-être l'air d'une pétasse bourrée en robe thaïlandaise, mais si ça se trouve, j'ai devant moi la plus talentueuse escaladeuse de Melbourne, peut-être même d'Australie ou du monde. Je pars un peu loin là, mais la confiance que je lis dans son regard est indéniable. Elle cache forcément un secret sur ses compétences. Il y a un piège, je concentre ce qui me reste d'énergie et me prépare mentalement à une lutte sans merci. Lorsqu'elle lance le top, on se jette sur les grilles. Après tous les spectacles, je suis encore chaud et grimpe avec aisance. Mieux que j'aurais cru d'ailleurs. Au bout de quelques secondes à peine, j'arrive en haut à 4 ou 5 mètres au-dessus du sol. Je lève les yeux pour voir si j'ai perdu et m'attends à la découvrir tranquille, pas même essoufflée, juchée en train de m'attendre au sommet. Mais elle n'y est pas, ni même en dessous. Non, elle est tout en bas. Elle a presque rien grimpé, je la vois en galère totale, gémissante et agrippée comme elle peut à moins d'1 mètre du sol. C'est à cet instant-là que j'ai définitivement renoncé à la ramener au van pour une pipe gratuite. Pour qu'elle vomisse sur ma literie ? Non merci. Je saute en bas et l'aide à redescendre. Une fois sur la terre ferme, elle me félicite super sérieusement. Genre officiel, genre c'est la première fois de sa vie qu'on la bat. N'importe quoi. Pendant qu'elle continue de me tournicoter autour, je regarde ce que fabriquent les babacools. L'un d'entre eux allume un bâton enflammé. Il est nul. Ses fringues hindoues multicolores le gênent dans ses mouvements. Les cheveux dans les yeux et le regard plein d'une autosatisfaction propre à tous les mecs de son espèce qui croient sauver le monde en fumant des pétards. Il regarde le sol la moitié du temps sans calculer les restes de mon public qui hésite à se barrer. Il ferait mieux de sortir sa bite et se masturber directement, ça serait plus simple et surtout plus honnête. Ah ouais, j'aime jongler, ah oui c'est bon, regardez comme je me fais du bien. Il prend peut-être son pied, mais c'est moche. Ensuite vient le tour de la petite grosse en robe à fleurs. Pieds nus évidemment, pour préserver l'innocence, Miss Hippie crasseuse, leur déesse, l'émissaire, celle qui m'a été envoyée en négociation et avec qui j'ai été super correct. J'ai quand même renoncé à lui balancer. La place est à vous, faites-en ce que vous voulez, du feu, du tam-tam, vous pouvez même vous enculer pour ce que j'en ai à foutre. Et d'ailleurs, vous verrez, le public aussi s'en fout complètement. Mais bon, je suis dans une quête d'amour, donc j'ai fermé ma gueule. Maintenant que c'est son tour, je suis quand même un peu curieux quand même. Qu'est-ce qu'une fille comme elle a à offrir sur scène ? Des chaînes enflammées. Évidemment. Putain. Des chaînes avec le bout qui s'enflamme. Le truc le plus classique qu'on puisse voir. Et pour faire joli, elle danse en même temps. Ça sent les vieux restes de danse classique ou de modern jazz, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'une période révolue, qui remonte à la jeune enfance, des souvenirs très vagues. À l'époque, je sais pas si elle possédait la moindre grâce, mais si ce fut le cas, aujourd'hui, tout est perdu. Et ses potes sont probablement trop défoncés ou trop faux cul pour lui dire qu'elle est ridicule. Quoique, étant aussi mauvais qu'elle, ils doivent même pas s'en rendre compte. Je pourrais peut-être leur organiser un suicide collectif, ça serait ma bonne action de la journée. La vraie question est, pourquoi tant de haine ? Non mais sans déconner, pourquoi est-ce que j'en viens à souhaiter leur mort quand même ? Après tout, ils ont mon âge.
En théorie, je devrais être avec eux au lieu d'être seul. La petite grosse serait ma copine. Et malgré son physique disgracieux, je l'aimerais pour sa beauté intérieure. Je connaîtrais chacun des gars individuellement et ça me permettrait de les aimer pour ce qu'ils sont, sans faire un amalgame foireux sur leur groupe d'appartenance et leur hygiène douteuse. On s'amuserait. Et puis surtout, ça aiderait à passer le temps. Eh ben non, je ne suis pas avec eux, je suis seul. Et c'est pas une question d'être juste seul pour ce soir, non, je suis seul pour de vrai. Y a personne dans mon délire, personne que j'ai envie de suivre, personne qui soit le bienvenu pour me suivre. Je suis seul tout court. Des fois, je me sens bien avec un autre gars solitaire. On fait un bout de chemin ensemble, et puis au bout de 2 jours, on se dit « à plus !» Et puis, j'ai pas de temps à passer, je dois avancer. Je sais pas trop où, mais déjà, le simple fait de vivre une aventure, je crois que ça vaut le coup. Quoique, au fond, si je les déteste, c'est parce que j'ai peur qu'on me compare à eux, qu'on me mette dans le lot. Par exemple, je ne dis jamais « je fais du feu », mais « je fais du spectacle ». Et pour la plupart des gens, ils comprennent même pas la nuance entre ce genre de jeunes et des vrais artistes de rue. C'est plutôt négatif d'avoir des individus de très mauvais niveau qui se produisent sur l'espace public, ça décrédibilise notre boulot. Et en allant plus loin, c'est plutôt négatif de voir des jeunes qui vont dans la rue et se mettent minables, que ce soit le public ou certains artistes. En même temps, j'ai commencé moi aussi en étant très mauvais. Mais c'était pas de la déchéance, je faisais mon maximum, j'avais 13 ans. Et depuis je me suis battu pour devenir meilleur. C'est sans doute ce qui me rend aussi intolérant. La violence que je me suis infligée à moi-même, je suis tout disposé à l'infliger aux autres. En les voyant, j'ai l'impression qu'ils se battent pas assez. Je les imagine facilement faire un boulot de merde et vivoter encore chez leurs parents, tout en continuant de se branler à la fac, le tout avec beaucoup de satisfaction. Dans le groupe de hippies, je me rends compte qu'il y a une fille qui m'intéresse potentiellement. Je l'avais un peu draguée et utilisée dans mon spectacle jeudi dernier. Elle allume enfin son bâton de feu. On va voir ce qu'elle vaut en jonglage. Et elle est nulle. Au bout de quelques secondes, de toute façon, j'ai été déconcentré par la blonde bourrée. Elle est de retour avec une copine et recommence à se frotter à moi. Eh ben pourquoi pas. Quoique, et puis non. Je me barre après leur avoir dit que je suis trop fatigué pour coucher avec elles. Même avec une seule, j'aurais du mal. Mais je crois qu'elles ont pas bien compris. Non pas que mon anglais soit si mauvais, ni mon accent, mais plutôt parce que ça fait pas vraiment partie des phrases auxquelles on s'attend. Sorry girls, I'm too tired to fuck you both. Désolé les filles, je suis trop fatigué pour un plan à 3. Un peu comme un programme informatique dans lequel on rentre une commande inconnue. Les humains sont tellement accros aux conneries qui se racontent les uns aux autres que la vérité brute est devenue incompréhensible pour la plupart d'entre eux. Pour ma part, dès que je suis trop fatigué, je cesse d'utiliser les filtres sociaux qui permettent de rester politiquement correct en société. Pas d'énergie à gaspiller. D'ailleurs, il m'en reste assez à peine pour rentrer au van. Vite, au lit. Au final, je suis quand même très content de ma journée. L'événement le plus important est la rencontre avec Serge. Les photos qu'il a prises sont superbes. Et il m'a finalement fait très bonne impression. Je vais être amené à le revoir et faire des choses constructives grâce à lui. Une fois le week-end passé, je reprends un rythme de repos sur la semaine. Muscu et cybercafé tous les jours. Je prépare mon matos, mon van, un peu de bon temps à lire les bandes dessinées sur mon ordi portable. En ce moment, je suis à fond sur Naruto, un manga génial. Le héros s'entraîne sans cesse pour apprendre des nouvelles techniques et devenir le plus grand des ninjas. Je me sens très proche de lui. Ça me donne du courage de voir qu'il s'entraîne aussi dur. Il traverse souvent des moments difficiles, mais finit toujours par gagner. Et quand je parle de moments difficiles, je veux dire qu'il frôle la mort constamment. Mais on n'a rien sans rien. L'opportunité se trouve dans la prise de risque. Pour faire comme lui, j'ai appris à courir sur les arbres. Dans le manga, il a un pouvoir spécial qui lui permet d'avoir les pieds qui collent sur le tronc, par transfert énergétique. Pour moi, c'est plus compliqué, je dois dealer avec la réalité. J'arrive à prendre 2 pas d'élan sur le tronc et m'élever à 3 mètres de haut pour envoyer un saut périlleux arrière. Pendant quasiment 1 an, au début de mon show, je lançais la musique du générique de Naruto. C'est Trottinette qui me l'avait envoyé, ça me donnait du courage. Elle, c'est une fille qui a su me comprendre. Lundi soir, j'ai rendez-vous chez l'Asiatique de l'autre fois. Elle vient des îles Fidji. Arrivée chez elle, après le repas, je bloque sur une photo à côté de son lit. On y voit une très belle jeune femme, asiatique aussi. Je demande si c'est sa sœur. Non, c'est sa fille. Pardon ? Mais elle a quel âge ? 18 ans ? De quoi ? Mais toi, t'as quel âge alors ? 38 ans ? C'est un truc de dingue, je lui en donnais même pas 25. De toute façon, c'est hyper dur de donner un âge aux Asiates. Mais quand même, elle a presque la quarantaine. Hallucinant. Et puis alors, un corps de jeune fille, une expérience de femme, c'est forcément le bon plan. Mais en fait, pas du tout. Elle est complètement nulle au plumard, mais pire que nulle, j'appellerais ça le syndrome de la statue qui souffle. Sous mes caresses, tout son corps se tétanise, comme une statue. Elle crispe les yeux et respire très fort. J'ai jamais vu ça, mais généralement, la fille alterne entre des moments de tension et des relâchements. Mais pas elle, aucun relâchement, jamais le roc. Dur comme un caillou qui souffle.
Ok, à la limite, c'est pas très grave tant qu'on en est à se tripoter. Mais quand viendra le moment de la pénétration, si elle ne se détend pas un peu, ça va être compliqué. Ma bite, c'est pas un marteau-piqueur. Et quand vient son tour de me caresser, je suis forcé de lui demander d'arrêter, tellement elle s'y prend mal. C'est pas un manque de motivation, non, c'est plutôt le contraire. J'ai peur qu'elle me blesse. Elle fait n'importe quoi et elle y va à fond. Jamais vu une empotée pareille. La situation est si ridicule que je me lève et me rhabille. Ça peut paraître un peu sec, mais je dois sauver mes attributs. Si je la laisse faire, elle va vraiment m'esquinter. Et c'est pas à son âge que je vais refaire son éducation sexuelle. Pour pas avoir trop mauvaise conscience, je lui dis que j'ai une audition demain. Ce qui est d'ailleurs vrai. Mais voilà le prétexte bidon. Dommage en tout cas, elle me plaisait bien cette fille, au début. Mais être mignonne et gentille ne suffit pas, un minimum de technique s'il vous plaît. Mardi matin, je me rends donc à l'audition pour avoir ma licence d'artiste de rue. Première fois que je fais ça, hein. Une dizaine d'artistes et quelques représentants locaux pour nous auditionner. Tous les autres performeurs ont l'air super pro, en costume et avec leur matos. Ah, moi j'ai juste pris mon ordi portable et une saucisse en caoutchouc achetée en chemin. Ça me servira de nunchaku. Quand vient mon tour, je montre les photos de mes spectacles en France et explique ma situation d'artiste international de passage à Melbourne. Je suis là que pour quelques semaines en attendant le festival d'Adélaïde. C'est ce que m'avait conseillé de dire Zanzibar. Et par expérience, j'évite de parler de ma sono ainsi que de mon matériel pyrotechnique. Pas envie de me faire emmerder pour des histoires de décibels ou des règles de sécurité à la con. Je leur montre que des photos de spectacles de jour, donc sans le feu. Pour conclure, je leur fais une petite démo de ninja, armée de nunchaku saucisse, ils se marrent, l'affaire est vendue. Le soir, en me baladant, je tombe sur Kate qui m'invite chez elle prendre une douche. Allez, pourquoi pas. Se laver sur le trottoir tous les soirs ne pose pas réellement de problème en soi, mais je crois que j'apprécierais bien le luxe d'un pommeau de douche au-dessus de ma tête. Alors j'accepte. Et malgré les apparences, j'y vais vraiment pour la douche, pas pour elle. En sortant de la salle de bain, elle m'invite dans son lit, mais je préfère aller dormir seul dans mon van. Trop fatigué et pas assez excité. Ça se joue à peu de choses, hein. Si elle était venue se frotter à moi sans rien demander, je l'aurais sans doute suivi. En me réveillant le matin, je sens du tissu contre ma main. J'émerge peu à peu. C'est les rideaux. Ok, je suis dans mon van, et derrière les rideaux, il y a des branches. Je suis à l'ombre. Mais où ? Ah ouais, j'ai Kate, la nana du resto. À force de dormir tous les jours dans des endroits différents, chaque matin je mets un certain temps à me souvenir d'où je suis et ce que je fous là. Des fois je crois que je me réveille à Aix, chez moi, et que je vais aller prendre le petit-déj avec ma petite sœur. Allez, debout. Aujourd'hui, je pars à la conquête du plus gros spot de Melbourne, et je vais faire face à l'équipe des artistes de rue qui bossent ici. J'espère qu'ils sont sympas.